Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de vue. Vous connaissez le principe, près d'une heure en notre compagnie pour découvrir une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et pour mener cet échange, à mes côtés, Mélinda Boulet, rédactrice en chef de France Antilles, et Kathleen Bilascopette, rédactrice en chef de RCI. Cet entretien est bien sûr à retrouver sur nos 3 médias. Et pour ce nouveau portrait, nous recevons aujourd'hui une femme aux multiples talents, chanteuse, actrice, écrivaine, fondatrice de festival. Dur de vous résumer, Victor Laszlo, mais très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Une heure, cela paraît évidemment bien peu pour retracer une vie foisonnante de projets artistiques, mais nous allons essayer. Mais avant, laissons au public l'occasion aussi de vous découvrir un peu mieux grâce au portrait que Mélinda Boulet va croquer. Victor Laszlo, bienvenue. Merci. Vous êtes une passionnée des arts, chanteuse, actrice, écrivaine. Petite, vous vouliez tous les pratiquer, surtout l'écriture. Vous avez la liberté chevillée au corps. Vous êtes née Sonia Dronier à Lorient en 1960, d'un père martiniquais et d'une mère grenadienne. Vous êtes la cadette d'une fratrie de 3 enfants. Vous passez votre enfance de 2 enfants, pardon. Vous passez votre enfance à Lorient, puis à Paris. Puis votre père est engagé par la Communauté économique européenne pour travailler dans un réacteur nucléaire. Et vous déménagez à Mol, au nord de la Belgique. Vos parents ne baignent pas plus que cela dans la culture antillaise. Mais un jour, votre père est interpellé par un autre Martiniquais qui lui parle en créole et lui qui répond en flamand. Et là, prise de conscience, il se met à vous raconter des histoires sur la Martinique et vous parle en créole. Vous y mettez les pieds en Martinique à l'âge de 10 ans et sur le tarmac de l'aéroport, c'est l'évidence, cette île et son histoire, vous la ressentez, vous la vibrez. Vous vouliez étudier l'architecture d'intérieur à Paris, mais l'ami qui devait vous héberger disparaît, vous devez faire des choix. Vous passez par une école de stylisme, puis vous passez par l'université de Bruxelles. Vous rêvez d'indépendance et vous répondez à des propositions dans le milieu du mannequinat. Vous n'y restez que 18 mois, mais vous gagnez votre indépendance financière et vous voilà libre de vivre vos rêves. Vos lendemains sont incertains, mais qu'importe, vous faites ce que vous aimez. Votre carrière dans la musique démarre en 1984 avec la sortie de Canoë Rose. Vous présentez le concours de l'Eurovision en 1987 en Belgique, habillé par Thierry Mugler. Et là, des millions de téléspectateurs découvrent la voix et la très glamour Victor Laszlo. Votre carrière prend alors un autre virage. Vous tournez au Japon, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Sud et dans toute l'Europe. Avec cette exposition médiatique, des propositions vous sont faites pour le cinéma et la télévision. Vous êtes à l'affiche de Navarro notamment et de 48 films de télévision et de 5 longs-métrages dont Nord-Plage. De la télévision et du cinéma, vous dites ne pas être une actrice convaincante ni convaincue. C'est le théâtre qui va par contre vous donner envie de monter vos propres spectacles. Loin de Paname, My Name is Billie Holiday et 3 femmes. Et puis l'écriture. L'art que vous avez révélé au grand public, tardivement on va dire. Vous écrivez depuis petite dans votre journal intime. Vous écrivez votre première nouvelle à l'âge de 12 ans. Puis des billets d'humeur. Vous n'êtes pas prête à publier parce que vous attendez. Et puis en 2010, vous vous décidez à vous livrer au grand public avec La femme qui pleure qui obtient le prix Charles Brisset. Des livres qui ont comme toile de fond l'histoire de nos îles, l'esclavage. Et depuis 2022, vous avez installé chez nous, en Martinique, chez vous d'ailleurs, le festival En Pays Rêvé avec des auteurs venus du monde entier pour donner le goût de la lecture aux jeunes. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que vous avez toujours le trac lorsque vous montez sur scène. Vos racines sont à Saint-Pierre, à Sainte-Marie et à Fort-de-France et que vous allez vous installer à terme en Martinique. Vous êtes mère d'un fils de 36 ans et vous êtes, selon vos proches, l'incarnation de la sensibilité et de la bienveillance. Ah bon? C'est ce qu'ils nous ont dit. Ah, parce que vous avez... Eh oui. Oh là là, j'aimerais bien savoir qui c'est qui a dit ces jolies choses. Est-ce que ce portrait est fidèle à ce que vous êtes? Oui, les fidèles, j'ai l'impression d'avoir eu cette vie. D'abord, bonjour à toutes, c'est exceptionnel. Moi, je suis heureuse comme tout, hein, dans ce cocon féminin avec 3 têtes formidables. Oui, j'ai l'impression d'avoir eu des vies de chat, d'avoir été un petit peu dans toutes les directions, mais toujours avec beaucoup de sérieux. Je ne me suis jamais prise au sérieux, mais tout ce que j'ai entrepris, je l'ai entrepris sérieusement et jusqu'au bout. Même si, comme je vous l'ai dit quand on s'est parlé pour préparer cette émission, je n'ai jamais été persuadée d'être une grande comédienne et ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais
à cette époque-là, la musique déclinait un petit peu. Je sentais qu'il fallait que je me tourne vers d'autres possibilités de gagner ma vie. J'ai élevé mon fils seul et la télévision m'offrait des rôles, alors que pendant des années, je m'étais retrouvée devant des directeurs de casting qui me disaient « Ah ben non, la France n'est pas prête à accueillir un rôle récurrent qui ne soit pas blanc. » Et donc, j'ai eu la chance d'être une des premières à recevoir ce cadeau du rôle récurrent. Donc voilà, je l'ai embrassé avec enthousiasme, jamais vraiment persuadée d'être très très bonne. On va revenir sur votre enfance. Comment ça se passe, vous, la petite métisse à Mole? Eh bien, vous savez, on vivait dans un microcosme. C'était un petit site qui avait été construit pour les fonctionnaires du marché commun, de la communauté économique européenne, avec des maisons, des appartements. Sur ce site, il y avait toutes les nationalités, les 6 nationalités de l'époque qui constituaient l'Europe à cette époque. Et entre ce site et l'école, il y avait un bois, une grande forêt. Et les villages étaient, les petites villes, pardon, étaient à, je ne sais pas moi, 15 km au nord et 15 km au sud. Donc nous, on était dans cette espèce de microcosme de no man's land. Et on se connaissait tous, on vivait dans une ignorance totale de ce qu'était le monde, le vrai. C'est uniquement à l'âge de 13 ans que je me suis rendue pour la première fois à vélo dans les villages alentours et j'ai rencontré des Flamands. J'ai commencé à fréquenter les bars avec les copains qui étaient un petit peu plus délurés que moi et j'ai fait toutes sortes de bêtises à cette époque-là. Mais voilà, ma sœur et moi, nous étions très très bien accueillis. Vous savez, la Martinique, la Grenade, c'était les Caraïbes, c'était le rêve. Quel était, à cet âge-là, quand vous étiez jeune et adolescente, quel était votre rapport aux terres natales de vos parents? Donc, Mélinda l'a dit dans votre portrait, vous avez eu l'occasion de venir en vacances, mais comment vous regardiez ces terres lointaines, caribéennes, depuis votre ville de Belgique? C'est comme si j'avais deux existences déjà là. J'avais celle que je menais en Martinique quand je venais, parce que nous passions presque 3 mois en Martinique quand nous venions en vacances. Et comme j'ai dit à Mélinda, en arrivant en Martinique, je n'avais pas 10 ans. J'ai posé les pieds sur le tarmac du Lamentin. Et l'odeur de la canne à sucre à cette époque-là, puisque le Lamentin était entouré de champs de canne, tout ça m'a donné vraiment l'impression d'avoir atteint le pays qui était le mien. Cela dit, je n'ai pas été tout de suite consciente de son histoire et du bagage que cette île nous obligeait à porter d'une certaine manière. Donc cette conscience-là, si vous voulez, elle infuse progressivement jusqu'à ce que j'arrive à l'université et puis j'entende vraiment ce qui me constituait. Et Grenade? Parce que vous avez eu justement ce sentiment d'appartenance presque immédiat avec la Martinique, mais concernant l'île de votre papa? Mais comme de ma maman, c'est ma maman qui est anglaise, oui. Ben en fait, c'est le hasard qui a voulu que nous atterrissions d'abord en Martinique. Donc la Martinique a été et pendant le même séjour, à 9 ans, presque 10 ans, nous sommes allés à Grenade. Et là, la surprise n'était pas la même, forcément. Alors j'ai aimé, j'ai adoré, ma grand-mère y vivait toujours. Mais il faut savoir que je n'y suis pas retournée souvent parce que, après le putsch des Américains, toute ma famille, qui était liée à la famille de Bishop, a été envoyée aux États-Unis. Donc j'ai perdu mes racines familiales grenadiennes. Bon, j'y suis retournée 2-3 fois, mais pas autant que je suis venue en Martinique. Et je n'ai pas eu l'occasion de m'ancrer, de sédimenter mon appartenance au pays. Comment ce métissage a influencé votre parcours et surtout votre vision du monde ? Le fait de venir de ces petites îles, mais d'avoir aussi grandi en Belgique, vécu dans l'Hexagone. Oui. Tout ce mélange, comment ça a influencé C'est assez particulier parce que j'ai souvent dit que le métissage était quelquefois un costume
un peu difficile à porter. Il est très joli, il fait envie à tout le monde, mais pour celui qui le porte, il est parfois étriqué, parfois trop large. Vous n'êtes pas assez noir, vous n'êtes pas assez blanc pour telle ou telle chose, dans telle ou telle situation. Mais en réalité, ce que nous avons appris, ma sœur et moi, par nos parents, avant même de prendre conscience de notre différence, c'est le devoir d'excellence. Et ça traverse, voilà, ça appartient, je pense que ça appartient même plus encore au métissage. Parce que notre père nous disait, on ne vous donnera rien gratuitement, vous devrez travailler plus que les autres pour obtenir la même chose que les autres, etc. Donc voilà, ça nous a donné une ligne de conduite, ça et la morale, quand on a parlé, une très très grande notion. Ces valeurs que vos parents vous ont inculquées ? Absolument, de grande moralité, d'éthique, de civisme et tout ça. Et je pense que c'est notre colonne vertébrale, autant à ma sœur qu'à moi. Vous preniez des cours de violon et de danse toute petite. La danse, c'est la discipline dans laquelle, finalement, vous n'avez pas évolué. Bah oui, La seule dans l'intimité. Mais parce que je prenais des coups de bâton sur les genoux quand j'étais au cours de danse. J'avais une professeure italienne qui venait de l'Académie royale de Londres, qui était très stricte, et mes genoux, ils sont un peu... ils sortent un petit peu comme ça, ils sont pointus. Et puis, manière Timona. Donc, tout ça, ça faisait que je n'avais pas exactement le physique d'une grande ballerina. Et puis, j'imagine qu'il fallait choisir et... quitter ma famille pour entrer dans les académies, que ce soit pour le violon d'ailleurs, ou pour la danse, je n'en avais pas envie. Donc j'ai arrêté le violon à 16 ans et j'ai arrêté la danse à peu près au même âge, sans vraiment arrêter, puisque le violon, j'ai repris à l'université, puis plus tard sur scène, etc. Et la danse, j'ai continué à danser, à prendre des cours. Et le créole, parlons-en. Quel est votre rapport, vous venez de nous faire une petite phrase en créole, quel est votre rapport à cette langue ? Ah, je t'aime moi non plus. C'est un rapport qui est Vous l'avez appris après, ou est-ce que votre père parlait créole à la maison ? Alors, mon père a très tard commencé à raconter des histoires en créole, mais ça n'était pas parler créole, c'était nous raconter l'histoire de Chouval trois pattes, de fromager, etc. Non, le créole, je l'ai appris avec mes cousines en venant en vacances. Mais chaque fois que je repartais pour 10 mois ou 9 mois en Europe, j'en perdais un peu. Donc c'était un rapport comme ça, vraiment je t'aime moi non plus, jusqu'au jour où je me suis rendu compte à quel point la Martinique était mon lieu de prédilection et que c'était là que j'allais y terminer mes jours. Il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'est mis en branle pour que j'apprenne vraiment à le parler, pour que j'ose surtout, en fait. Parce que je connaissais, je comprends tout, mais vous aviez une certaine timidité à le parler. Une sérieuse, oui. Ouais. Une sérieuse timidité, parce que comme on est très moqueur chez nous. Donc je me disais, oh là là, je vais me faire allumer, je n'osais pas chanter en créole. Puis là, c'est réglé. Victor Laszlo, nous allons marquer une première très courte pub, enfin pause en tous les cas, avant de nous retrouver, bien sûr, pour parler de votre carrière extrêmement foisonnante. À tout de suite. À tout de suite.